délégués. Le premier, ça concerne le contrat avec l'orchestre Pouliac, qui a eu lieu le samedi 24 janvier à 20h jusqu'à minuit, avec un montant global de prestation à 4 200 €. Les contrats de Buzo, toujours pour Pouliac, 3 095 €. Les contrats de mutuelle avec Logitude pour le service de police municipale municipal web, à compter du 1er janvier 2026 pour un coût annuel d'assistance du logiciel à 961 €, soit hors taxe 1162,69 € TTC. Une décision d'amendement numéro 2 de marché de mission de contrôle technique et réhabilitation de l'hôtel de ville avec l'entreprise Bureau Veritas Construction à Marc-en-Barœul pour prendre en compte l'allongement des travaux jusqu'à 7 août 2025 du fait de la modification de la livraison en phase 3. La fixation des tarifs de participation au séjour de classe de mer avec des tarifs qui sont inchangés pour l'année 2026, les élèves de CM2 de l'école Jean-Marie Brisant. Pour les quotients familiaux de 0 à 800 non imposables et imposables 76 €, les quotients familiaux de plus de 800 non imposables 92 €, et pour les quotients familiaux de plus de 800 imposables 115 € par an. Voilà sur ces informations. Vous avez reçu ensuite un état annuel des indemnités des élus sur l'année 2025 à la fin des lits de fonction, mais également remboursement de frais pour les élus qui ont des frais à déclarer. C'est une obligation préalable à la présentation du budget annuel. Ça ne fait pas l'objet de délibération, c'est juste une présentation aux uns et aux autres. Ensuite, on a toute une phase financière ce soir. C'est ce qui va nous occuper une bonne partie de la soirée, avec la même logique sur le budget principal et ensuite le budget annexe des verreries. La première situation, c'est tout d'abord la reprise anticipée des résultats de l'exercice 2025 pour la commune de Thiers-Brochin, en attendant le retour et le vote du CFU, qui se fera normalement avant l'été, avant juin, si je ne me trompe pas. Donc aujourd'hui, nous pouvons cependant avoir une vision assez claire du résultat et de ce que j'appelle moi l'atterrissage de l'exercice budgétaire 2025. Tout d'abord, avant de faire un point sur les résultats de fonctionnement et d'investissement, nous prenons en compte qu'il y a des restes à réaliser à la fois en dépenses, donc des dépenses qui ont été mandatées mais pas forcément soldées sur l'exercice 2025, mais également des recettes, c'est-à-dire des recettes qui ont été inscrites dans le budget, qui doivent nous parvenir, mais qui ne sont pas parvenues au 31 décembre, du moins jusqu'aux quelques jours complémentaires qui nous restent à l'issue du 31 décembre. Rare en dépenses, 320 017,27 €, rare en recettes, 610 639. Vous avez ensuite une présentation, comme d'habitude, sur la section de fonctionnement, où vous avez un excédent de fonctionnement à hauteur de 484 922,98 €, donc un résultat excédentaire en section de fonctionnement, et également un résultat excédentaire en section d'investissement à hauteur de 721 135,15 €. Je le rappelle, c'est un des objectifs de l'année 2025, de revenir sur au moins une opération équilibrée, voire excédentaire au titre de la section d'investissement, puisqu'on était déficitaire, j'avais déjà expliqué, beaucoup d'opérations étaient en cours, amener un certain nombre de facturations, mais comme elles étaient subventionnées, on ne touchait pas les recettes en face, il fallait attendre à la fin des opérations pour toucher les recettes. C'est ce qui a été fait tout au long de l'exercice 2025. Tout cela, et vous le savez mieux que moi, fait l'objet d'un tableau et d'une consolidation, ce qui fait que lorsque on consolide le résultat de la section de fonctionnement, le résultat de l'année 2025, je le disais, 484 922,98 €, et qu'on y ajoute déjà ce qu'on avait comme fonds de roulement, on va dire, 797 783,33 €, on a un résultat de clôture en fonctionnement de 1 282 706,31 €. Et en investissement ensuite, même chose, lorsque on fait le résultat et qu'on y ajoute les déficits excédents, on arrive à une section d'investissement positive à hauteur de 43 666,43 €. Ce qui fait que lorsqu'on consolide tous les deux, sur l'année 2025 et consolidé avec les résultats complets et les reprises, on est à 1 326 372,74 €. Je le disais tout à l'heure, il y a les calculs de reste à réaliser qui sont pris en compte dessus, ce qui fait que globalement, au bout du bout, quand l'opération est terminée, on a une opération à 290 621,73 €, et donc il n'y a pas besoin de financement de la session d'investissement, puisqu'elle est positive, donc rien ne dit 68. Par contre, l'ensemble des 1 282 706,31 €, on vous propose de les positionner en excédent de fonctionnement reporté, c'est-à-dire, si je prends de la comptabilité privée, un fonds de roulement comme une entreprise peut avoir. Et c'est important d'en avoir un,
notamment au vu de l'année budgétaire qu'on va vivre, où les dotations vont arriver au fur et à mesure, mais tous les mois, il y a des salaires à payer, des factures à assumer, et donc d'avoir un fonds de roulement assez intéressant, c'est bien. C'est d'ailleurs d'autant plus intéressant parce que si je vous rappelle un petit peu la situation, en 2024, on avait un fonds de roulement en fin d'année 2024 à hauteur de 797 783. Fin 2025, on a 1 282 000, ça veut dire qu'on a réussi à épargner 485 000 € par une bonne gestion et donc se retaper une bonne trésorerie. Je vous disais la dernière fois, mais l'objectif aussi cette année, c'est de ralentir la programmation d'investissement. L'année électorale, de toute façon, a ralenti généralement les programmations d'investissement et surtout de revenir sur cette année une opération d'investissement, une section d'investissement sans emprunt et de réaliser encore une très belle année et un bon résultat en 2026. C'est l'objectif pour se retaper vraiment une bonne trésorerie et repartir ensuite sur des trajectoires d'investissement plus intéressantes, ou du moins des moyens qui permettront d'investir dans les prochaines années, à partir notamment de 2027-2028. Voilà sur la situation. Donc l'objectif, c'est d'acter un petit peu cette reprise anticipée et surtout de valider clairement par anticipation l'affectation en excédent de fonctionnement reporté des 1 280 706,31. Est-ce que je regarde la directrice générale des services? Est-ce que vous pensez que dans les échanges que vous avez avec la DGFIP, il y a encore des gros mouvements qui pourraient se faire? Non, on est quand même sur quelque chose d'assez fiable. Donc voilà, le CFU tel qu'il devrait être voté devrait être à quelques milliers d'euros près, semblable, il n'y aurait pas de grand écart. Mais voilà. Voilà sur cette reprise anticipée. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions particulières? Je suis à votre disposition s'il y a quoi que ce soit, les équipes également. C'est bon pour vous, on peut le valider ensemble. Merci, c'est très bien, je vous remercie. Vous avez ensuite une présentation, on va dire succincte, mais il était présenté dans les délibérations. Si vous vouliez l'alias de 40-50 pages, il suffisait juste de la demander dans les services, on vous la communiquer dans les détails. Pour autant, on vous a donné un certain nombre de tableaux quand même assez détaillés, à la fois par section, mais également au sein des différents chapitres et par article. Alors les articles ont un petit peu changé avec la M57, donc c'est compliqué parfois, je peux le comprendre, je l'admets, de faire de la comptabilité analytique et dire par rapport à l'année dernière ou à l'année d'avant, puisque les imputations sont très différentes les unes des autres. Pour autant, et de manière assez globale, le budget général de la ville devrait s'équilibrer en section de fonctionnement à hauteur de 9 269 816,66 €. Alors il est très important, pourquoi? Parce que quand on a déjà 1 280 000 € d'épargne, forcément on a des recettes qui sont boostées, et comme on équilibre en recettes et en dépenses, forcément on a une somme un peu plus importante, mais en réel, effectivement, on est sur un budget qui est beaucoup plus en exécution réelle, autour des 8 millions d'euros en fonctionnement. Et en investissement, un budget qui sera à hauteur de 2 140 542 €, ce qui diminue quand même par rapport à certains exercices budgétaires où on avait des programmations d'investissement assez importantes, où des fois on frôlait les 4,5 millions, 4,8 millions. Là, on est revenu, et j'ai expliqué tout à l'heure, sur quelque chose de beaucoup plus raisonnable et de beaucoup plus limité sur cette année 2026. Peut-être quelques remarques sur ce budget, et ensuite je laisserai la parole si des personnes souhaitent se manifester. Globalement, les services et les discussions que nous avons pu avoir, nous nous sommes positionnés sur des charges à caractère général qui sont un petit peu revues à la hausse. Encore une fois, le but, c'est pas d'aller dire on a réalisé 1 809 000, cette année on va attaquer 1 960 000. L'objectif, c'est surtout de se dire on reste très raisonnable. Pour autant, on a encore des inconnus qui sont liés aux grandes variations des coûts des fluides. Tout le monde nous dira la crise est terminée ou quoi que ce soit, le gaz va reprendre 30%. C'est surtout les taxes. On se dit clairement, c'est pas la molécule. On a apparemment des indicateurs sur l'électricité qui seraient extrêmement mauvais aussi sur les 3 prochaines années. Alors pas forcément que sur notre exercice, mais on préfère être assez prudent à ce niveau-là. Et puis on restera quand même très serein et concentré sur le suivi budgétaire. Les charges de personnel, notamment le 012, on le disait, je l'avais présenté lors du ROB, elles sont à peu près stables malgré de nombreux départs ou de contrats qui ne sont pas remplacés, parce qu'ici on n'a plus de financement sur des contrats aidés, des choses comme ça. Donc il n'y a plus les dépenses, mais il n'y a plus les recettes également en face. Pour autant, on vit comme dans beaucoup de communes et comme dans toutes les collectivités, la revalorisation décidée par le gouvernement des cotisations de la CNRACL, c'est la caisse des fonctionnaires, 3% de la masse salariale par an jusque 2029. On a déjà calculé pour notre commune, un nombre de fonctionnaires égal, c'est 300 000 € sur toute la période.
Donc c'est pour ça qu'il faut être assez attentif sur ce qu'on peut faire et ce qu'on va mettre en place dans les prochaines années. Vous avez une grosse variation qui se fait au niveau du 65, c'est lié notamment à des nouvelles imputations budgétaires, également le nouveau contrat de DSP de crèche qui a été revu à la hausse, mais on a des nouvelles aussi imputations qui viennent de 65 et qui allaient avant, je regarde la DG, mais dans d'autres chapitres, et qui étaient notamment au 67 auparavant et qui sont revenus au 65, d'où cette augmentation exponentielle. C'est vraiment de l'écriture comptable et de la question d'imputation budgétaire qui impactent ce chapitre. Au niveau des recettes de fonctionnement, même chose. On a été très raisonnable sur les produits de vente, services, domaines, c'est-à-dire tout ce qu'on fait en ticket de cantine, sorte de loisirs, activités, enfin bon, voilà. Régie de spectacle général, on a mis moins que ce qu'on avait réalisé l'année dernière. On préfère mettre toujours moins et finalement faire un petit peu plus de recettes que de se dire, puisque le budget s'équilibre en dépenses en recettes, finalement on a été généreux sur nos recettes, on a mis les dépenses qui allaient en face, mais finalement on n'a pas les recettes aussi généreuses qu'on a prévues, mais on a fait les dépenses. Donc il vaut mieux être un petit peu plus prudent. Même chose sur les recettes fiscales au niveau des impôts. On préfère toujours être un petit peu en dessous, puisque des fois on a des variations quand même assez fulgurantes d'une année à une autre. Voilà, tant qu'on n'a pas de notification de la DGFiP qui nous dit voilà votre montant des recettes fiscales sur certains, qui arrivent des fois au mois de juin, voire au mois de juillet, on préfère pour l'instant être prudent et se dire en juin-juillet, bon, on a eu raison d'être prudent, ou au contraire, c'est très bien, on a plus que prévu. Ça nous permettra de faire un petit peu d'épargne, de réévaluer certaines dépenses s'il y a des besoins à droite à gauche. Même chose sur les dotations, on a mis à peu près 150 000 € de moins que l'année dernière. Pourquoi il n'y a toujours pas de budget à l'heure actuelle. Il y a eu des 49.3 qui sont passés, tout juste nous qui sont passés. Le Sénat vient de retoquer cet après-midi apparemment le budget. Donc ça va repartir à l'Assemblée nationale pour repasser en 49.3. On ne sait vraiment pas à quelle sauce on va être mangé, je l'avais dit lors du ROB. On devrait être épargné par ce qu'on appelle le DILICO. C'est notamment une ponction dans les communes qui ont beaucoup d'activités économiques de grosses zones industrielles. Tout à l'heure, je crois qu'on avait calculé au Nain, il y avait 1,3 million qui était ponctionné là, comme ça. Donc, comme on est une commune avec peu d'activités industrielles, parce que c'est notamment sur du foncier économique, on est moins concerné et on devrait être impacté à hauteur de moins 25 000 € de dotation, qui est quand même, entre guillemets, encore raisonnable par rapport à ce qu'on pourrait connaître à ce niveau-là. Donc on préfère être raisonnable sur les dotations et participations. Même chose, on préfère les valider une fois qu'on a une notification de la DGFiP qui nous donne le montant exact, mais des notifications qui sont de plus en plus tardives. Je regarde les équipes juin-juillet, c'est compliqué de voter des budgets en début d'année en ayant des confirmations de recettes seulement alors que l'exercice a commencé depuis 6 mois. Voilà sur ces sujets-là. Sur ces recettes, je vais parvenir sur d'autres entre guillemets détails. Effectivement, le 002, l'excédent de fonctionnement reporté, il est boosté, c'est lui qui charge et qui fait dépasser les 9 millions € de budget. Si on retire les 1 282 000, vous voyez clairement qu'on est sur un plus fort budget réel à hauteur de 8 millions €. Si on ne tape pas dans notre épargne, voilà un petit peu les moyens dont nous disposons en fonctionnement. Quelques remarques en investissement, je ne serai pas forcément beaucoup plus long. On a volontairement inscrit, notamment dans les recettes d'investissement, sur les propositions nouvelles, des subventions sur lesquelles nous avons eu des notifications, ou du moins des subventions sur lesquelles nous sommes certains d'avoir une notification. Les 25 000 € de la région au FTU, il n'y a pas de grand sujet là-dessus. Et les 150 000 € sur l'hôtel de ville, c'est du FZIC de Valenciennes Métropole, où il n'y a pas de gros sujet d'obtention, puisque c'est une enveloppe de droit et que le projet rentre dans les critères. Donc on n'aura aucune difficulté. La seule difficulté sur le sujet, c'est de la solliciter à l'ADO au bon moment et de la faire rentrer au bon moment pour qu'on ait assez de factures à présenter et que ça passe pas un trop décalage dans notre trésorerie. Sur le reste, on est resté sur des choses extrêmement raisonnables. Peut-être quelque chose d'important à vous citer, vous regarderez sur les opérations, la 45-42 sur le péri 43 rue Valériani. On a prévu 100 000 € de dépenses, c'est la maison qui est dangereuse. On l'a aligné avec 100 000 € de recettes, parce que normalement, sur ce genre de situation, si la commune porte le projet et ensuite la DGFiP, les impôts se retournent contre les propriétaires, puisque c'est un couple. Pour autant, vous vous doutez bien, c'est l'expérience qui commence à parler ici. Vous savez, parce que vous êtes pour la plupart ici depuis quelques années, que très souvent, les communes prennent le relais sur les propriétaires défaillants, mènent les travaux, donc sortent l'argent, et que pour recouvrer et récupérer l'argent, c'est un petit peu plus complexe que prévu.
Encore plus lorsqu'il y a des questions de succession ou de... Bon, voilà. Je pense à une maison rue Jean Jaurès, là, en face d'Ancienne Aldi. Beaudour, c'était une opération qui est en cours depuis 94 ou 95. La commune, ça lui a coûté de l'argent parce que les arrêtés de péril ont obligé la commune à sécuriser d'abord le bien. Donc il a fallu faire des travaux pour rénover entre guillemets le bien, pour ensuite le raser. Et aujourd'hui, on sait très bien que le foncier coûte entre 35 et 35 000 euros le terrain, le petit terrain. La commune a dépensé 150 000 euros au total, depuis 25 ans, plus de 25 ans, même 30 ans. Et qu'on ne verra jamais la couleur, puisque je crois qu'on est pour certains héritiers à la 3e génération. Donc je plains le notaire, parce qu'il va falloir réunir tout le monde. S'il nous convainc qu'il recouvrera les 150 000 euros, je veux bien lui prêter la salle des fêtes pour réunir tout le monde et signer les actes. Mais Enfin, on va la prêter la somme, mais ils ont été aussi impactés. Dernièrement, j'ai poussé un peu de ma famille. Ils ont payé un peu selon... Ah, ils ont eu des prélèvements? D'accord, ok. Donc, voilà. Mais pour aller à 150 000, ça va être long. Enfin voilà. Et plus le temps passe, plus il y a d'héritiers. Et des fois, vous vous retrouvez dans un héritage où vos parents ou vos grands-parents, puis un jour, on vous dit voilà, la DGFiP, vous avez un avis de somme à payer, 5 000 euros qui tombent chez vous. C'est quoi bah, ouais. Donc c'est des vrais sujets, mais c'est des vrais sujets, ça a un coût. Peut-être en profiter rapidement sur ce 43 Valeriani. Oui. On est aujourd'hui en train de faire les études. Oui. Sur les 100 000, c'est quoi? C'est la démolition? C'est ce qu'on a estimé. On s'est donné une enveloppe. Il y a deux choses. Premièrement, il faut faire les études. C'est ce que l'expert du tribunal administratif, il veut une étude de sol et une étude de structure. Donc on est en train de consulter 3 bureaux d'études avec une difficulté, c'est qu'il faut accéder au bien et que les 2 propriétaires, il y en a un qui habite à l'autre bout de la France, mais son ex-compagne habite dans le coin et elle ne vient pas ouvrir la maison, donc on va devoir saisir certainement le tribunal pour qu'elle ait un ordre et qu'on ait la capacité de rentrer dans le bien, puisque les bureaux d'études nous disent bah, nous, il faut rentrer, voir ce qui se passe, il y a l'extérieur entrée. Donc, parce que ça se fait en 2 temps, il nous a été demandé tout d'abord, enfin, aux propriétaires d'une part, mais après la commune, puisque les propriétaires ne le font pas, de réaliser un diagnostic et un programme de travaux, soit de renforcement ou, si c'est économiquement non viable de réhabiliter, d'avoir un programme de démolition, ce qui est repris dans l'arrêté de péril. Donc la première étape, c'est que nous, on puisse avoir 3 offres de bureaux d'études structure, qu'on retienne l'offre la plus intéressante, et que le bureau d'études structure puisse mener cette opération, dire bon voilà, pour nous les causes elles sont là, voilà, c'est économiquement rénovable et ça vaut autant, ou c'est pas économiquement rénovable et il faut démolir, et à ce moment-là, on redemandera un nouvel arrêté de péril, là pour un péril dangereux, et où le juge là pourra nous donner sur cette base-là la capacité de démolir, parce qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas si on démolira, si on renforcera. Donc c'est pour ça qu'on a mis cette somme-là. On ne sera pas à 100 000 euros d'études. La seule chose, c'est que si dans l'année, on a des délais, on me dit, bah, il y a un péril dangereux, et monsieur le maire, il faut aller rapidement pour démolir, renforcer, sécuriser, au moins on a ouvert les crédits qui permettent d'aller mener les travaux dans de bonnes conditions. Monsieur le maire, la cause, c'est quoi? C'est la maison ou c'est le terrain? Je ne sais pas. C'est pour ça qu'il y a une étude de structure. C'est pour ça qu'il y a une étude de structure. Tout est repris sur l'arrêté de péril, hein, c'est affiché, enfin voilà. Mais c'est pour ça que l'expert nous dit, voilà, a dit clairement à l'époque, en juin, c'était en mai ou juin, périmètre de sécurité, il y a un risque d'effondrement, les causes, elles sont multiples, mais il faut les déterminer dans une étude, donc il faut que les propriétaires fassent l'étude, et à partir de l'étude, soit un programme de travaux de rénovation, si c'est rénovable économiquement, si à un moment il y a 250 000 euros de rénovation, bon, au vu du coût et de la valeur vénale du bien, ça ne se fait pas, et si c'est pas rénovable, un protocole de démolition, avec tout ce qui va avec, le mur mitoyen, enfin je vous passe les détails. Donc un beau petit truc à problème à traiter. L'objectif c'est aussi entre guillemets d'aller vite, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, mais je pense que ça pose de gros problèmes dans la commune en termes de circulation, ça bloque, c'est compliqué, donc plus on arrive à être, efficace sur les travaux et la sécurisation, ou la démolition s'il y a lieu, plus on gagnera du temps et on pourra au moins réouvrir la circulation sur site, puisqu'aujourd'hui, le périmètre de sécurité qui nous a imposé, c'est 1,5 fois la hauteur de la maison, et donc on mord vraiment toute la rue avec un risque, en plus que ça puisse tomber de travers, d'où ce périmètre de sécurité. Je faisais une digression sur le sujet, mais voilà, sur les différents éléments, peut-être sur les dépenses d'investissement, mais je les avais présentées lors du ROB, elles n'ont pas forcément évolué. Il y a un sujet qui a évolué, c'est que nous allons donner de manière assez expresse la rénovation de la chaudière d'école Pasteur. Pourquoi? Parce qu'on a eu quelques problèmes en décembre, on a pu les résoudre avec la réparation temporaire,
On sait pertinemment qu'on pourrait rencontrer des problèmes importants avec cette chaudière qui est de 1994. Je regarde, c'est l'âge de Maxence Maillot et de Nancy Bali, je les vois derrière, mais voilà. Donc voilà, vous voyez la chaudière, voilà, vous voyez, au bout d'un moment. Donc on a réussi à retrouver des crédits pour effectuer le remplacement de chaudière. La consultation des entreprises a été réalisée. On est sur des sommes qui avoisinent entre les 20 à 25 000 euros. Ça devrait être mené dans de bonnes conditions ici, assez rapidement. Bon, voilà. On aurait pu se poser, si on avait plus de temps, et se dire est-ce qu'on met de la pompe à chaleur, des panneaux photovoltaïques ou quoi. Sauf que vous savez le temps que ça va prendre. Et ça sera des sujets à faire peut-être sur d'autres bâtiments à un autre moment, mais là il y a une urgence. Je ne peux pas expliquer aux parents qu'à un moment il n'y a plus de chauffage dans une école parce qu'on attend de voir si on met des panneaux photovoltaïques, des pompes à chaleur ou à quoi l'appeler pour chauffer le bâtiment. Bon voilà. Voilà sur ces changements-là. Sur les autres présentations, on est sur des choses assez sereines. Hôtel de ville, les choses n'ont pas bougé, le chantier a repris. Il nous reste un morceau à réaliser. Quand je regarde Gilles-Nemans, c'est l'impasse qui n'a pas été réalisée. Avec une grosse difficulté, c'est que la reprise du foncier avec SIGH, ça n'avance pas. Et ma grosse crainte, c'est que le chargé avec qui on travaillait correctement part en retraite la semaine prochaine. Et il m'a dit, je ne sais pas qui reprendra les dossiers, on vous verra peut-être dans 2 ou 3 ans. Donc c'est compliqué d'aller mener des travaux sur un foncier qui ne nous appartient pas. Donc je pense qu'on le sollicitera pour pouvoir avancer parce qu'on a les crédits budgétaires et surtout, il faut qu'on termine l'opération. À un moment, on ne peut pas laisser des petits morceaux comme ça, c'est dégueulasse. Qu'on soit clair. On sollicitera peut-être la SIGH pour avoir une convention temporaire où ils nous autorisent à pouvoir aménager le foncier en vue d'une cession future et qu'on devienne propriétaire pour que les travaux puissent réaliser et qu'on puisse terminer cette petite impasse. Je vois qu'il y a des habitants dans le quartier, mais ils le savent, on s'est déjà vu plusieurs fois ce sujet-là. Donc voilà, sur ce sujet, quand on dit il y a des sujets Gilles-Nemans ou quoi que ce soit, voilà. Et les travaux de réhabilitation Salsigne-Coquelet sont terminés, on a quelques réserves qui sont en train d'être levées. Les entreprises, on a encore des factures qui arrivent, c'est pour ça que vous avez des crédits budgétaires, puisqu'il y a des travaux qui ont été menés fin décembre et les factures arrivent seulement, c'est pour ça que vous avez des reports. Est-ce qu'il y a des questions particulières pour vous? Je suis à votre disposition. Bon, on est dans les conformités du ROB. Et un budget, ça vit. Donc en cours d'année, ça peut évoluer en fonction des besoins, de nouvelles recettes, de gros problèmes, de bonnes nouvelles, qui peuvent arriver aussi parfois. Mais voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Eh bien écoutez, on peut passer au vote. Y a-t-il des abstentions sur ce budget? Des avis contraires sur ce budget? Un avis contraire. C'est voté à la majorité. Je vous remercie. Vous avez ensuite la même organisation pour le budget annexe des verreries. Je vais être beaucoup plus court, puisque sur la reprise anticipée, on est sur le résultat de clôture de l'année dernière, et on a les 750 000 euros de déficit qui représente le stock de foncier que nous avons toujours. Alors, ces 750 000 budgétairement, on sait que vis-à-vis des domaines, ça vaut entre 350 et 400 000 euros maximum en termes de négociation. Et que donc, je l'ai déjà dit, aujourd'hui, le budget continue d'exister parce qu'on a un stock qui permet d'avoir une recette. Pour autant, une fois que ce stock sera vendu et qu'on l'aura viré, il restera 300, si on le vend bien, 400 000 euros ou plus. Moi, je suis prêt à le vendre plus, il n'y a aucun problème. Mais si on le vend bien, le delta, il faudra bien l'encaisser dans le budget principal et ça sera un déficit encaissé, comme on l'avait fait à l'époque sur les bonnes. Donc voilà, sur ce budget, cette reprise anticipée du budget annexe des verreries, pas de questions peut-être particulières. On constate un déficit d'investissement reporté de 750 000. C'est bon pour tout le monde. Merci bien. Pour le BP 2026, pas de grande modification, sauf pour une fois en fonctionnement, puisque la trésorerie nous a demandé de faire des écritures d'ordre, certainement parce qu'on avait financé des travaux, il y avait des travaux d'investissement qui avaient été financés sur ce budget annexe et qu'on rentre dans des périodes de fin d'amortissement. C'est certainement pour ça que je regarde la mise mais les 523 000, voilà, c'est un rebours de FCTVA qu'on devait avoir, donc ça s'équilibre en recettes et en dépenses. Voilà tout ce genre de choses. Et en investissement, vous avez toujours les 750 en recettes sur le vent et en dépenses 750 du stock qui représente le stock de foncier dont on dispose. Pas de remarques particulières là-dessus. On peut valider ensemble. Je vous remercie. Vous avez, comme lors de chaque budget, les mises à jour, et ça vous avait été présenté lors du ROB, de ce qu'on appelle les APCP, les autorisations de programme. Crédit de paiement, autorisation de programme, c'est des programmes qui seront sur plusieurs années. La loi de finances nous oblige à avoir un principe qui s'appelle l'annualité budgétaire. Et donc chaque année, on met le coût qui sera investi. Donc plusieurs opérations sont en cours. Travaux de mise en œuvre de réseaux vidéo, les travaux d'aménagement de voirie, trottoir de Gilles-Nemans, Cité Mozart. L'aménagement d'espace petite enfance, même si je pense qu'on va pouvoir solder en cours d'année 2026. Oui, on attend encore les recettes, effectivement, mais je pense qu'en cours d'année, il pourra être soldé et c'est une opération qui sera clôturée.
les espaces publics centraux et l'aménagement de l'hôtel de ville. Vous avez un tableau qui vous est présenté avec les mises à jour et les calendriers qui s'étalent jusqu'en 2028 au niveau de ces APCP. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières. On peut les valider ensemble. Je vous remercie. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de regrouper les délibérations 3,7, 3,8. Il s'agit, sur sollicitation du CIDEGAP, donc du syndicat d'électrification, de mettre à jour le montant de redevance d'occupation du domaine public pour les ouvrages de réseau public de transport d'électricité, mais également de le faire lorsqu'il y a des travaux avec une occupation du domaine public. Dans le cadre de ces travaux de réseau public, transport et distribution d'électricité, c'est exactement les mêmes. On installe une redevance qui existait déjà, mais il faut la renouveler au bout d'un certain moment. On a été alerté par le syndicat qui nous a demandé de redélibérer. Je pense que c'est bon pour tout le monde, c'est pas sujet à grand débat. Merci à vous. Vous avez, suite à l'avenant de la convention qu'on a validée ensemble au mois de décembre avec Norsem, où on a agrandi le périmètre, et d'ailleurs il y a les délibérations juste après sur le site Onel, il y a la mise à jour par avenant de la convention trésorerie, c'est-à-dire comment on participe de manière échelonnée tout au long des années, convention qui vous est proposée en annexe de la présente délibération. L'objectif, et vous verrez, c'est la délibération suivante, et je l'avais présentée au ROB, c'est que le périmètre soit un périmètre complet sur le site Onel, pour qu'il y ait un seul opérateur qui est Norsem, qui s'appelle maintenant Nordev, qui fasse l'ensemble d'opérations. Pourquoi? Parce que si on faisait d'un côté la ville et d'un côté Nordev, ni l'un ni l'autre, on était en capacité d'aller chercher des subventions, notamment des subventions au département, à la région, où les seuils minimums de projet sont à 500 000 €. Donc Nordev était à moins de 500 000 € et nous à moins de 500 000. En confiant un seul opérateur, en disant qu'il y a une seule opération, on arrive à l'opération minimale de 500 000 € et donc on peut déposer un dossier, c'était l'objet. Si Nordev n'avait pas réalisé les travaux, c'est nous qui aurions dû les réaliser. Donc voilà, c'est juste une solution, on va dire, de maîtrise d'ouvrage à ce niveau-là. Oui. On aura les mêmes garanties en faisant un seul opérateur? C'est-à-dire avec les subventions qu'on va aller chercher? Les subventions qu'on allait chercher, j'espère les avoir. Le vrai sujet, c'est qu'effectivement, on ne savait pas déposer les autres années. Quand on déposait, par exemple, le département sur PTS, aux 500 000 € mini. Et comme il y avait une part qui était réalisée par Norsem et une part par la ville, la part ville, elle était en dessous des 500 000 € hors taxe minimum, et celle de Norsem aussi. Le fait d'avoir regroupé, ça nous permet au moins déjà de déposer le dossier. La deuxième étape, et c'est pour ça qu'on vous demandait de délibérer pour autoriser Norsem à déposer pour le compte de la ville le dossier de demande PTS, ferait que ça devrait rouler. Pour autant, les appels à projets PTS pour les communes se font tous les 2 ans. Donc là, on est sur une enveloppe et un appel à projet 2025-2026. On a été retenu et on nous a dit que le département nous a dit qu'on était éligible. Pour autant, puisqu'il n'y avait pas de maturité et qu'on n'avait pas fait cette union, entre guillemets, de sites de unique maîtrise d'ouvrage et de seuil minimal, nous n'avons pas été retenus en 2025, et donc nous avons plus de chances d'être retenus en 2026 sur l'enveloppe 2026 du PTS. Après, c'est du travail politique de demander, de nous aider, de faire le maximum, même si je ne suis pas celui qui signe la subvention à la fin, mais voilà, il y a un enjeu à aller chercher. Parce que le conseil général, Oui. Pas évident. Est-ce que, je pense qu'on ira gratter aussi au niveau de la région. Les appels à projets reprennent en juin. Donc il faudra attendre cette période-là, mais je pense que la commune aura tout intérêt à aller frapper aussi à la porte de la région. Comme tout projet, plus il y a de subventions, moins il y a de reste à charge pour la commune. Voilà. Donc ça, c'est une réalité. Est-ce que c'est bon pour vous pour cet avenant de trésorerie? C'est voté à l'unanimité? Une abstention. C'est voté à la majorité, je vous remercie. Vous avez ensuite la délibération, et j'ai déjà présenté, qui donne autorisation au conseil municipal, le conseil municipal donne autorisation à Nordev de déposer le dossier PTS sur le site de Onel Centre-Ville, ce qui fait que globalement, au maximum, on demande toujours le maximum, on espère toujours l'avoir, on serait à hauteur de 420 706,66 €, et on pourrait potentiellement avoir le surplus des 10%, si je ne me trompe pas, qu'on ne compte pas dedans, qui font partie de Nord Durable, puisqu'on est sur un projet sur le bas de renaturation, il y a de la zone inondable, de résorption d'une friche aussi, généralement sur ce genre de subvention, mais ça c'est la discrétion du département, il y a des règles, mais s'ils estiment que le projet est vertueux, là l'hôtel de ville par exemple, parce qu'il y a de la rénovation thermique, etc., on a la somme plus 10% de la somme qu'on a eue. Donc si on arrive à avoir les 420 plus 10%, ça fait déjà une belle somme, on dépassera les 450 000 €, 460 000 € même. Ça nous permettra de commencer à remplir les objectifs importants du plan de financement de ce site-là.
Est-ce qu'on est d'accord pour leur donner autorisation qu'ils déposent pour le compte de la ville? Des abstentions? C'est ce qu'on a dit juste avant. Oui, c'est ça. Mais là, vous marquez que autoriser la demande de subvention, donc elle est acquise, celle-là, ou pas? Comment? La subvention de 420 706, elle est acquise ou pas? Non, d'autoriser Nordev à déposer la demande de subvention C'est ce pour que le vous compte avez de la dit juste ville. avant. C'est ça, c'est oui. celle-là. Donc j'ai déjà voté. Donc abstention? Bah oui. Et c'est voté à la majorité, je vous remercie. Vous avez ensuite une tarification pour la sortie au carnaval de Merzonich le 16 février 2026. Il n'y a pas de changement particulier par rapport aux autres années. Je sais pas s'il y a des remarques particulières. S'il n'y a pas de remarques, on peut le valider ensemble. Je vous remercie. Et vous en faites ensuite une délibération dans le cadre d'une convention de service commun politique de la ville entre la CAVM, Thierry Rochin et Marie. On avait déjà délibéré, mais c'était pour une année, c'était pas renouvelable. Et comme la deuxième année, ça a été renouvelé, il manquait la délibération. Donc on fait la délibération un peu a posteriori. Mais on a besoin, notamment à la trésorerie, pour payer à un moment une participation au salaire de cette délibération. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières. Pas de remarques particulières, on peut la voter à l'unanimité. Oui, Oui, oui. on peut la voter.